Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue Christy et bienvenue à tous nos auditeurs et spectateurs. Alors, Doc Seb, Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Aujourd'hui, on va parler des causes et des mécanismes biologiques des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, avec toi, Doc Seb. Alors, qu'est-ce qu'un TOC? Alors, déjà, un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif, c'est l'acronyme de TOC. C'est un trouble psychique qui est caractérisé en gros par l'apparition à la fois de pensées intrusives, qu'on appelle automatiques aussi, des obsessions, et aussi qui vont produire une forme d'anxiété très forte, une peur même certains moments, et des compulsions. C'est pour ça qu'on dit trouble obsessionnel compulsif. Alors, ça a une histoire. Auparavant, on l'appelait la folie résonante, la maladie du doute, dans l'histoire de la psychopathologie, la névrose obsessionnelle aussi. Donc, c'est vraiment une maladie, finalement, entre guillemets, du doute, où on va s'obséder pour une idée et on va mettre en place des compulsions qui vont aussi réduire en partie l'anxiété, mais qui vont aussi l'alimenter. C'est l'une des particularités, je dirais, de cette pathologie qui fait partie des troubles anxieux quand même relativement sévères. Même si maintenant on classifie dans les troubles obsessionnels compulsifs et apparentés, mais il y a toujours une anxiété de fond très importante. Alors justement, tu nous parles un petit peu des symptômes, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les symptômes exacts et les diagnostics des TOC? Alors, les symptômes, ils sont de plusieurs ordres. On va voir par exemple, déjà les obsessions, qui sont en gros des pensées envahissantes et qui vont générer de la peur, de l'angoisse. C'est vraiment ce qui prédomine. Les compulsions qui vont avec une envie irrépressible de réaliser en gros des gestes répétitifs ou des actes mentaux, comme si on récitait quelque chose, qu'on créait un rituel magique. Alors, on va voir différents types de symptômes. On va voir des obsessions qui vont concerner certains thèmes particuliers. En général, il y a la peur de la contamination. Par exemple, c'est l'une des obsessions les plus fréquentes, alors surtout dans cette période de Covid, par exemple, qui peut amplifier ces phénomènes-là. Des pensées agressives aussi envers soi-même ou vers les autres. C'est-à-dire comme si on avait une impulsion de faire quelque chose de dommageable pour l'autre. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, de personnes qui avaient un petit bébé, justement, alors ça ne me concerne pas, mais qui avaient la peur de le jeter par terre, de lui faire du mal, ou des choses comme ça. Alors, il faut se rassurer, en général, ça n'arrive jamais. Le besoin de symétrie et d'exactitude. On va voir aussi des personnes qui ont besoin de bien ranger tout de façon alignée, et ça va être une de leurs obsessions. Des peurs somatiques aussi, concernant leur propre corps, l'intégrité de leur corps. Des représentations aussi sexuelles un peu obsédantes. J'ai eu le cas, par exemple, de personnes, on appelle ça un TOC homo, qui avaient l'inquiétude, la peur d'être homo. Alors, comme si c'est quelque chose qui advenait, alors qu'il n'y avait pas du tout cette orientation-là. Et qu'il n'y avait pas non plus d'homophobie non plus, a priori. D'où ça vient à ce moment-là? Ça vient aussi de problématiques sexuelles, parfois de surexposition, par exemple à la pornographie, en même temps de problématiques aussi dans son propre couple, pour d'autres. Enfin, je dirais les causes sont variables dans les obsessions sexuelles. Parfois la peur aussi d'aller vers son désir, de s'engager aussi, on peut le voir aussi. Donc ça fait partie des obsessions les plus courantes. Alors, il y a aussi des obsessions qu'on peut voir aussi au niveau religieux, par exemple, une méticulosité, des rituels particuliers qui vont devenir envahissants. Ensuite, on va avoir des compulsions fréquentes, la vérification. Ça va prendre beaucoup de temps de vérifier qu'on s'est bien lavé 5 fois, 10 fois, les mains, les dents, etc. On va voir aussi donc des rituels de lavage avec. Des rituels aussi de pensée magique. Si je tape 3 fois sur la table, il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui. Si par contre, j'arrive pas à taper 3 fois et je me rate, ça va être une mauvaise journée. Par exemple, des rituels de comptage, qui vont avec ça, dans l'idée un petit peu de chiffre magique. Pour fermer ma porte, il faut que je la ferme 4 fois, 5 fois. Comme ça, je suis assuré qu'elle est fermée. Donc, on voit ces rituels, ces obsessions qui dominent et qui envahissent une bonne partie de la journée. C'est pour ça qu'on parle, on va dire, de troubles obsessionnels compulsifs. C'est pas juste la personne qui vérifie que sa porte est fermée. C'est vraiment quelque chose qui va devenir envahissant
que ça soit dans la vie personnelle, la vie professionnelle parfois, la vie amoureuse aussi, et qui va être très handicapante dans le quotidien, avec surtout une angoisse qui est très forte aussi, qui est au premier plan souvent et qui amène les personnes à consulter. Alors, auquel cas, quels sont donc les diagnostics? Alors, pour le diagnostic, alors, il va se fonder essentiellement sur les principales classifications, que ce soit le DSM, DSM-4R révisé ou 5, la CIM-10, bientôt 11, qui sont les principales classifications qui répertorient tous les troubles mentaux, même la CIM, les troubles médicaux aussi, ainsi que des échelles. En particulier, il y a l'échelle de Brown, par exemple, où on va répertorier une liste de symptômes les plus caractéristiques et puis de voir en fonction du degré de sévérité, d'intensité des TOC, ce qui va aussi nous donner des éléments aussi sur aussi la durée aussi, puisque c'est pas pareil quelque chose qui commence depuis un mois de quelque chose qui dure depuis 3 à 6 mois. Donc ça, on va aussi associer souvent d'autres échelles ou d'autres observations par rapport aussi à d'autres troubles, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi à peu près chez une personne qui a un TOC sur 2, d'autres ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire en gros, il peut y avoir un trouble anxieux très important associé. On va associer aussi souvent la dépression, presque à 50%, dans 50% des cas, des problématiques aussi de TOC. On peut associer aussi des phobies spécifiques ou autres, pour avoir un tableau clinique plus large. Plus large. Mais sachant que quand c'est vraiment les obsessions et la compulsion qui dominent, on sera sur des troubles obsessionnels compulsifs. Alors, y a-t-il des traitements pour lutter contre les troubles obsessionnels compulsifs? Alors, oui, il y a des traitements. Alors, des traitements qui sont essentiellement des psychothérapies, alors qui vont être modulés. Alors, on va pouvoir avoir plusieurs types de psychothérapie. Ça peut être des psychothérapies qu'on appelle TCC, cognitivo-comportementales. Ce sont des choses qui sont bien développées, on va dire, pour travailler justement ces rituels d'obsession, ces compulsions, avec des contrats, avec aussi des stratégies cognitives qui vont être mises en place pour lutter contre ces pensées obsédantes. On a aussi des techniques, par exemple, tout ce qui est autour de l'approche psychanalytique, psychodynamique notamment, qui va s'intéresser aux raisons, aux causes notamment un petit peu psychiques qui peuvent entourer ces obsessions. Donc après, ça va dépendre aussi des patients et puis de leur sensibilité. On a aussi l'hypnose qui fonctionne bien sur les problématiques de TOC, pour pouvoir associer à autre chose, on va dire, cette problématique-là, pouvoir un peu détourner, pouvoir atténuer aussi. En gros, c'est les principales thérapies. Après, on a des thérapies de groupe aussi qui peuvent bien fonctionner. Et puis, après, chez certaines personnes qui présentent des troubles très sévères, on va pouvoir aussi associer des antidépresseurs. Par exemple, ça répond bien, ce type de trouble, aux antidépresseurs, donc en associant les deux, pour des troubles assez sévères quand même. Mais sinon, parfois, la thérapie suffira. Alors, donc, quelles sont les causes des TOC? À la base, est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce qu'on naît avec des TOC ou est-ce qu'il y a un déclencheur au cours de sa vie, que ce soit enfant, ado, adulte, qui fait qu'on développe des TOC? Alors, les causes, elles sont multiples. Alors, il peut y avoir effectivement des déclencheurs, c'est-à-dire souvent on va retrouver des facteurs de stress qui vont déclencher la survenue de TOC. Ça peut être une promotion sociale, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une séparation, ça peut être tout un tas de causes qui sont en lien avec des incidents de la vie, qui vont être particulièrement stressants et qui vont amplifier le système défensif lié à l'anxiété, par exemple. Donc, on peut avoir ces causes-là. On peut avoir aussi des causes, on va dire, qu'on appelle sérotoninergiques. Il y a une hypothèse, en gros, qui manquerait des neurotransmetteurs, ou en tout cas, il y aurait une baisse de la sérotonine qui serait impliquée dans la survenue des TOC. Après, on ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence non plus, puisqu'on s'est aperçu que les antidépresseurs fonctionnaient bien
pour baisser, on va dire, le niveau d'obsession notamment. On a aussi des causes qui peuvent être liées à des formes de traumatisme aussi qu'on peut percevoir, donc qui peuvent être des agressions, mais qui peuvent être aussi des abus, qui peuvent être des maltraitances. On a pas mal de causes aussi comme ça qu'on peut retrouver. On a aussi d'autres causes qui sont plus là neuropsychologiques, entre guillemets, ou des hypothèses. Ça reste des hypothèses, tout ça. Des hypothèses où il y aurait un hyperfonctionnement finalement de certaines structures cérébrales, en particulier frontales, orbitofrontales, qui peuvent être mises en cause, qui amèneraient à un stress un peu permanent et, on va dire, à un hyperfonctionnement, comme si on était en hypervigilance un peu tout le temps. Donc, ensuite, on a des causes comportementales qu'on peut voir, par exemple, dans une forme de surestimation des dangers chez certaines personnes obsessionnelles, qui sont tellement obsédées par la peur du danger ou la peur de la peur, quelque part, qui vont développer une forme d'hyperfonctionnement, d'hypervigilance qui va accentuer les phénomènes de compulsion, d'obsession, etc. Après, il y a une hypothèse aussi qui est en étude actuellement. On s'est aperçu que sur certains cas, par exemple, à la suite d'une banale infection finalement à streptocoque, eh bien, il y a certains enfants qui vont présenter un type de TOC. Ça serait 10%. Bon, alors ça reste une hypothèse. On l'appelle le TOC Panda, en gros, qui est désigné sous cet acronyme-là. Bon, après, ça reste des hypothèses, mais actuellement, voilà, il y a une multiplicité de causes qui peuvent amener, on va dire, à ces types de problématiques. Alors, il y en a d'autres aussi qu'on appelle autour du modeling. C'est-à-dire l'histoire un peu de ces interactions familiales. Effectivement, si on est dans une ambiance où il y a une espèce de rigidité éducative, où il y a une obsession et où on a, par exemple, un ou deux de ces membres parentaux qui sont dans des problématiques comme celle-là, il y a une forme de transmission qui se fait un peu en chaîne, psychique du moins. Donc c'est aussi une cause importante, effectivement. Très bien. Alors, est-ce grave d'avoir des TOC, finalement, Doc ? Alors, bon, ça reste un trouble, donc on ne va pas dire que c'est banal, parce que c'est là où il faut distinguer la personnalité obsessionnelle, où il y a des personnes qui ont une personnalité obsessionnelle, c'est-à-dire une tendance au perfectionnisme, à la rationalisation, etc., mais qui ne va pas gêner leur vie courante. Du TOC, de trouble obsessionnel compulsif, qui là va être quand même plus pathologique dans le sens où ça va gêner sa vie courante. On va se sentir empêché. Par exemple, certaines personnes n'arrivent plus à aller au travail, d'autres n'arrivent plus à avoir de vie amoureuse, la peur des microbes, de la salissure, de tout un tas de choses. D'autres s'imaginent tout un tas de choses qui font que, quelque part, ça atteint leur vie sociale et personnelle. Donc là, on ne peut pas dire que c'est pas grave, c'est quand même très embêtant. Même si ça ne touche pas énormément de personnes, mais c'est quand même 2 à 3%. C'est pas rien, oui. 2 à 3% de personnes qui présentent des TOC et à peu près un ratio homme-femme qui est à peu près le même. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les hommes et les femmes de ce point de vue-là. Voilà, ça reste quand même très, très ennuyeux dans la vie courante. Alors, pour toutes les personnes qui nous regardent, si elles ont des doutes, comment savoir si l'on souffre d'un TOC particulier ou pas ? Déjà, c'est de bien repérer les principaux symptômes. Est-ce qu'il y a des obsessions qui sont itératives, qui reviennent tout le temps, qui envahissent de façon permanente la psyché ? Est-ce que, quelque part, ça génère une angoisse aussi ? Parce que c'est aussi là, je dirais, où va se nicher la souffrance, c'est cette angoisse aussi. Est-ce qu'il y a associé des compulsions, des rituels de vérification notamment, et quelque part où depuis combien de temps ça dure, depuis combien de temps ça dure. Si c'est parce qu'on a une forme de stress, il y a un examen, il y a quelque chose de particulier pendant une semaine, c'est pas forcément un TOC, c'est lié à un stress. Voilà. Mais par contre, si ça dure depuis 2-3 mois et qu'il n'y a pas d'évolution quelque part et que ça devient tellement envahissant que ça génère une angoisse très forte, là, on présente ces TOC-là. Et puis,
je dirais, le mieux, c'est de s'adresser à un professionnel de santé qui est spécialisé en psychologie clinique, pathologie, qui connaît bien toutes ces problématiques-là et qui permettra d'aider à surmonter tout ça. On arrive sur la fin de l'émission, Doc Seb. Quel serait le mot de la fin ? Eh bien, faire en sorte qu'on puisse repérer le plus facilement, je dirais, ces difficultés. Et si on a besoin de consulter, qu'on le fasse, je dirais, assez rapidement, qu'on n'attende pas trop que ça s'installe, parce qu'après, ça a tendance, on va dire, à s'amplifier. En revanche, si c'est bien traité, il n'y a pas de souci. Il va falloir quand même mettre en place un suivi pendant 3 à 6 mois pour sortir un petit peu de cet état un peu plus aigu. Et qui disparaîtra totalement par la suite ? Alors, pour une grande partie des personnes, c'est une étape dans leur vie. Pour d'autres, eh bien, ça va revenir, il y a une période de rémission, et puis ça va revenir à des différents carrefours existentiels de leur vie. Voilà. Et puis pour d'autres, je dirais, malheureusement, il y a des formes de chronicisation chez certains patients. Et on va passer d'un TOC, par exemple, du lavage, à un TOC lié à la crainte, je dirais, de certains microbes, à ensuite la peur ou l'hypocondrie, et puis ensuite peut-être à l'obsession de la mort, voire à une obsession aussi sexuelle. Enfin bon, on va avoir des déplacements comme ça, petit à petit, de proche en proche, chez certaines personnes. En tout cas, prenez soin de vous, bien sûr, avant tout. Merci, Doc Seb. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. On se retrouve dans une prochaine émission. Merci, Doc Seb. Merci à toi, Christine.